Bonjour Christian, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Comment vas-tu? Ben, très bien, Corinne, je suis enchanté d'être là. Ben super. Donc le sujet dont on va parler, c'est un sujet enfin, sur lequel j'ai beaucoup réfléchi parce que je suis prof, aussi parce que je suis une maman, aussi parce que j'accompagne des jeunes. C'est le sujet de la motivation. Et je t'ai demandé, j'aurais pu faire le podcast toute seule, mais j'ai préféré faire appel à un spécialiste. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer, toi, quel est ton parcours, qui tu es, et voilà, on comprendra peut-être pourquoi j'ai choisi de te faire appel à toi. Mais voilà, je m'appelle Christian Van Enten, je suis ingénieur au départ et surtout maintenant, dernièrement, passionné de modélisation, c'est-à-dire en fait l'examen, l'analyse et l'observation des compétences humaines de manière à pouvoir les reproduire, comment elles se produisent, comment on peut les reproduire, les transférer ou les enseigner à d'autres personnes. Ça, c'est ma passion principale. En dehors de ça, j'ai plein d'autres passions, mais je pense que avec ça, ça donnera une indication suffisante par rapport à cette compétence précieuse qu'est la motivation. Ok, merci. Oui, tout à fait. Alors, justement, toi, si enfin, la motivation, c'est un sujet qui est quand même clé pour les jeunes et puis pour tout le monde. Est-ce que c'est un sujet que tu as travaillé justement en modélisation? Euh, et peut-être commencer par le début, qu'est-ce que c'est que la motivation avant de savoir ça aussi, selon toi? Mais j'ai dit tout à l'heure, c'était une compétence. En fait, on peut se demander si c'est vraiment une compétence au sens compétence du terme. Je dirais, c'est plutôt un moteur d'action. En fait, c'est ce qui fait que je vais bouger dans motivation. On entend motion en anglais, c'est-à-dire en fait ce qui me met en mouvement. Donc pour moi, c'est le moteur, c'est l'étincelle qui fait que les choses vont avancer ou que je vais avancer. Et pourquoi tu expliques que certaines personnes et certains ados, ils ont ce moteur, ils ont cette étincelle, et que d'autres, en fait, ils restent un peu au point mort et le moteur, il démarre pas? C'est une question assez importante parce qu'elle pourrait présupposer que on l'a ou on ne l'a pas à la naissance, à la base, et ça c'est quelque chose d'assez, moi je trouve assez pessimiste parce que ça veut dire que si tu ne l'as pas, ben, tu ne l'auras jamais. Je crois plutôt que c'est plutôt une manière de se représenter les choses, représenter ce à quoi on aspire et ce vers quoi on veut aller, et que si je n'ai pas de perception de ce vers quoi je veux aller, ben, la motivation, elle ne peut pas suivre parce que je ne peux pas être attiré par quelque chose que je ne connais pas. Donc, tu présupposes que, en fait, et dans les gens que tu as pu modéliser aussi, ceux qui, parmi les jeunes ou les moins jeunes, qui sont motivés, c'est qu'eux, ils ont une vision claire de là où ils veulent aller. Quand la personne ou le jeune en particulier a cette idée, cette perception claire, c'est sûr que la motivation, elle est là d'une manière inéluctable. Euh, Par contre, c'est plus compliqué pour les personnes pour lesquelles on ne peut pas dire qu'on détecte une motivation. C'est-à-dire, ok, là, les causes sont multiples. En fait, quand je sais ce que je veux, c'est parce que j'ai une perception de ce que je veux. Mais quand je ne l'ai pas, on ne sait pas exactement. Est-ce que je l'ai mais qu'elle ne m'attire pas? Est-ce que je l'ai et que j'ai des croyances sur moi qui font que je crois que ce n'est pas possible? En fait, je dirais c'est quand il n'y a pas de motivation que les questions les plus importantes et les plus complexes se posent. Et alors, si moi, je suis une maman ou si je suis un prof, ou voilà, et que j'ai en face de moi un jeune, ou mon fils ou ma fille, qui n'a pas son moteur allumé, justement, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour essayer de déclencher ce processus? Ben, la première chose pour répondre à cette question, c'est de s'interroger sur, on va dire, les causes, entre guillemets, chez le jeune en particulier. Après, on peut voir, moi, en tant que parent, qu'est-ce que je peux faire pour combler ces problèmes ou ces absences ou ces limitations. On ne sait pas encore exactement pour le moment de quoi il s'agit. Une des premières choses, en dehors de l'aspect de je ne vois pas ce que je veux faire, donc je n'ai pas de vision, de représentation mentale de vers quoi je veux aller, il y a aussi, peut-être en amont, la notion de croyances limitantes, les croyances limitantes sur moi ou sur le monde, c'est-à-dire
Je crois que je suis capable, mais je ne suis pas dans les bonnes conditions sociales, culturelles, d'éducation pour atteindre cet objectif. Il me faudrait de l'argent, de la connaissance, des parents avec de l'argent ou des choses pareilles. Mhm, Donc ça, c'est mhm. les croyances sur l'environnement. Les croyances limitantes sur moi, c'est je ne suis pas capable, je ne suis pas doué en maths, je ne suis pas doué dans ceci. Ou hier, j'avais une infirmière qui me disait oui, j'ai horreur de voir du sang, par exemple, donc c'est pas pour Ah, moi. dommage. J'ai toujours rêvé d'être infirmière et je peux pas voir le sang. Et moi, ça, c'est des croyances sur moi. C'est-à-dire, en fin de compte, ce que je crois que je ne peux pas faire. C'est un peu difficile de croire qu'on ne fait pas, mais Mhm. c'est croire que j'ai des limitations. Et donc, la deuxième chose, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la vision. J'ai pas de vision, je n'ai pas de représentation. Et ça veut dire que peut-être un peu de créativité pour se construire la représentation, mais surtout et bien souvent, il me semble à l'heure actuelle que les jeunes ont une méconnaissance de tout ce qui est possible, c'est-à-dire en fait une absence de connaissance parce que je reste dans ma bulle, je ne peux pas imaginer ce que serait de faire tel métier, telle carrière ou tel job ou n'importe quoi, tout simplement parce que je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune représentation, aucune idée, aucune connaissance. Et, et aussi, il y a aussi un phénomène de maturation. On sait très bien que les adolescents, notre cerveau continue à se former et à se déformer. Ça dépend qui et ça dépend quoi. Mais parfois, il faut simplement donner un peu de temps pour que s'installent les choses. Et il y a de nombreux cas de jeunes qui ne savent pas. Alors bien sûr, ça fait beaucoup d'anxiété pour les parents parce qu'on est arrivé dans les études supérieures. On devrait normalement déjà savoir ce qu'on veut faire, mais peut-être que ça se produira dans un an, dans 2 ans. Oui, il faut être patient. Donc, un problème de vision qui n'est pas là parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Un problème de croyance qu'on a sur soi. Est-ce que tu vois aussi d'autres causes à un manque de motivation chez une personne ou chez un jeune, hormis Il ces deux? il y Mais a aussi quelque chose qui me semble intéressant aussi de souligner ici, c'est que il y a des théories qui disent que, en fait, la motivation n'est pas la première chose. En fait, la motivation suit l'action. C'est-à-dire que tant que je ne me suis pas mis en marche dans une démarche, quelle qu'elle soit, la motivation va pas suivre. La motivation, c'est pas tout d'un coup, je me lève, je suis dans mon lit et je me dis, tiens, je deviendrai bien infirmier, je deviendrai bien médecin. Non, probablement que j'ai vu des gens dans l'action, peut-être que j'ai accompagné des gens, peut-être que j'ai vu même un film ou lu un livre ou quelque chose comme ça. Donc j'ai agi, je me suis entré dans un certain univers et là tu me dis, ah oui, c'est peut-être pour moi. Donc, il y a cette notion de action avant motivation ou motivation avant l'action. Je pense que c'est aussi une question importante. C'est toute la puissance de ce qu'on appelle les mises en situation. Faire des stages multidisciplinaires, aller visiter, enfin, tout ce qu'on peut faire qui semble avoir peu d'importance peut avoir une importance considérable, d'une part parce que j'ai commencé à bouger, et deuxièmement parce que c'est plus facile pour moi de me créer des représentations, surtout. Mais alors, si moi, je suis une maman et que j'ai un garçon ou une fille qui, il n'y a rien qui lui dit, il n'a pas envie, il n'a pas envie de faire des stages, il est un peu, pas envie de travailler, pas envie de rien, c'est quoi ma posture, moi, en tant que parent, pour faire en sorte de créer cette action qui va peut-être créer justement cette motivation? Alors, il y a plusieurs choses qui sont évidentes. La toute première, c'est qu'il n'y a pas de solution universelle. Oui, Sinon, ça se saurait. bien sûr. Et je serais très content de Et- pouvoir la commercialiser parce que ça ah ferait oui, un tu serais super riche. business. Super business. Donc, il n'y a pas de solution unique parce que chaque enfant est unique et chaque parent est unique et chaque condition dans laquelle ils grandissent est unique aussi. Ça, c'est la première chose qui me paraît importante. La deuxième chose, c'est que c'est une impossibilité de fait. Il est impossible de motiver quelqu'un. La motivation vient de l'intérieur. Donc, nous, en tant que parents, on doit accepter la frustration d'être au balcon, Oui. c'est-à-dire d'assister. Alors, bien sûr, ce qu'on peut faire, par contre, c'est de créer dans l'environnement des facteurs qu'on va dire facilitants.
C'est-à-dire, si moi, je fais rien de ma journée en tant que père, par exemple, je vais pas nécessairement m'étonner si mon gamin ou ma fille n'a pas envie de se bouger. Je dirais quelque part, c'est l'exemple, faites ce que je fais, pas ce que je dis, donc je peux raconter tout ce que je veux, à partir du moment où je n'incarne pas des choses, il est difficile de jouer notre rôle d'exemple quelque part. Parce que d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour s'opposer ou pour aller dans le Oui. sens du parent, il y a un phénomène de mimétisme absolument évident. Alors parfois il jouera dans le bon sens, parfois il jouera dans un sens un peu moins. Mais ce qui me paraît étonnant, surtout important, c'est de gérer ce que j'appellerais l'irritation du parent face à l'adolescent, au jeune qui n'est pas motivé. Parce que on travaille parfois dur, on a beaucoup de choses derrière nous, on a des expériences, on sait qu'il faut se battre, on sait qu'il faut faire des efforts. Dans certains cas, parfois, on peut avoir différentes expériences. Et de voir notre jeune rester là à l'état semi-végétatif, pour le dire d'une manière un peu caricaturale, ça génère une frustration. Et le problème, à mon sens, c'est que cette frustration, cette irritation, elle va être contre-productive, systématiquement. Parce qu'elle va provoquer pour- dans la tête du jeune, ah bah oui, je le savais bien que je ne vaux rien, ou je le savais bien, c'est inutile de me le dire. En tout cas, pour vivre comme lui ou comme elle vit, de toujours râler comme ça, surtout, ça, j'ai pas envie non plus. Si elle pense que je suis qu'il est un exemple, ou qu'elle est un exemple quand je fais ça. Donc, en fait, un ensemble de ces irritations peuvent avoir un effet contre-productif, à mon avis, significatif. Alors tout le jeu, c'est OK, si on accepte l'idée que l'irritation est contre-productive, qu'est-ce qu'on fait? Et comment est-ce qu'on Oui, fait? c'est Parce ça. que l'irritation, a priori, c'est pas quelque chose de volontaire, c'est quelque chose qui naît de l'observation d'une situation qu'on appelle irritante. Et là, à ce moment-là, effectivement, c'est de se dire, OK, quelle stratégie je peux adopter pour contribuer à créer un environnement qui favorisera la naissance de cette motivation chez mon fils, chez ma fille. Donc là, moi, j'entends deux choses. J'entends d'abord ce que je montre comme modèle. Alors, c'est vrai que tu prends le modèle du papa ou de la maman qui fait rien, mais moi, je vois aussi ici des parents qui sont hyper actifs et des enfants qui se disent, oh là là, mais moi, je veux pas cette vie. Et donc, qui font l'inverse. Bon, après, voilà. Et donc, ça, c'est la première chose. C'est qu'est-ce que et la deuxième chose que j'entends chez toi, c'est aussi comment, enfin, finalement, pour travailler sur la motivation, c'est qu'est-ce que je peux commencer à faire sur moi en tant que parent. Est-ce que c'est ce que tu veux dire? C'est ça, c'est vraiment ce travail, bon, moi j'ai appelé ça irritation, c'est ce travail sur moi qui est de dire, un, est-ce que j'octroie du temps? Est-ce que je lui donne du temps? Deuxièmement, est-ce que je fais par mon comportement, est-ce que je suis un exemple qui lui donnera envie de faire ou de ne pas faire? Ça dépendra. Donc ça c'est une question aussi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui, dans mon action, dans mon état, dans ma manière, dans mon art de vivre, va stimuler ou ne pas stimuler? Euh, Aussi, bien sûr, c'est essentiel, c'est ce que je dis souvent, c'est que je peux ne pas être d'accord avec mon fils ou ma fille parce qu'elle ne veut pas faire ces choses, ou qu'elle est blasée, ou qu'elle est en réaction, etc., etc. Je peux être en désaccord sur un plan, je dirais, cognitif, sur un plan mental, sur un plan de la réflexion, mais ce qui est important, parce qu'à ce moment-là, les tensions, elles sont inévitables, parce que je suis irrité et c'est difficile de le combattre. Ce qui me paraît important, c'est en ligne de fond de conserver, de nourrir le lien. C'est-à-dire que Mhm. même si je ne suis pas d'accord avec toi, même si je suis profondément irrité de voir que tu ne fais rien de tes journées, ou que tu es tout le temps sur ta console, ton téléphone, ou tout ce qu'on veut, malgré tout, tu es mon fils, tu es ma fille, et je t'aime. Ou c'est important pour moi, et je suis là quand on aura besoin, etc., etc. Toutes ces phrases et toutes ces attitudes qui vont nourrir le lien, parce qu'au moment où le jeune va, entre guillemets, avoir cette petite flamme qui va s'allumer, s'il y a le lien, le feu risque de bien prendre. Si je ne suis que tempête, le feu va s'éteindre.
Alors, est-ce que ça veut dire que dans ces cas-là, je tolère tout et je lui dis, mais je comprends, tu ne fais rien, tu regardes YouTube toute la journée, c'est normal, un jour ça va, tout va prendre et tu vas trouver ta voie. Est-ce que c'est ça que tu nous dis de faire en Mais progression? en fait, là, je reviendrai avec enfin moi, ce que j'appelle la notion d'archétype du père, archétype de la mère. Ça n'a rien à voir avec homme ou femme, mais c'est simplement l'archétype du père dans le sens de celui qui apprend à son fils ou à sa fille à aller dehors, vivre sa vie d'adulte, c'est-à-dire couper le lien, couper le cordon, on appelle ça comme on veut. Et pour la mère, le rôle archétypal de la mère, de nouveau, ça n'a rien à voir officiellement avec homme ou femme, mais c'est plutôt le rôle de la mère qui est en fait de créer cet espace de sécurité dans lequel le jeune va pouvoir se développer. Et je pense que ces deux dimensions sont indispensables. La première, c'est dire, c'est le coup de pied au derrière quelque part. Allez, secoue-toi mon vieux. Et l'autre côté, c'est, écoute, je vois que ça ne va pas, je suis là, je suis prêt à t'écouter. Donc, c'est cette dualité. Alors, bien sûr, pour les familles monoparentales, ça peut être plus compliqué, puisque la même personne doit avoir deux casquettes, et parfois, c'est pas évident d'en lâcher une pour en reprendre une autre. Et donc, bon, quand il y a deux parents, c'est peut-être plus facile, et c'est pas n'est pas le père celui qu'on pense parfois. Non, c'est vrai, Ça, hein. ça va dépendre. Mais je pense que ces deux dimensions sont intéressantes, c'est-à-dire donner l'impulsion et donner l'assurance. D'accord. Après, il Donc, n'y a pas de recette de nouveau, mais je ah pense que non. ces deux dimensions sont indispensables. Mhm. Et ce qu'on avait dit, nous, la semaine dernière, en préparant cette émission aussi, c'était de dire que, et j'avais bien aimé ce commentaire, ça veut dire ne pas faciliter certains comportements aussi, euh, voilà, en rendant peut-être certaines choses plus difficiles à faire, quoi. C'est ça, donc c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au contexte et l'environnement. Je ne peux pas motiver le jeune, mais je peux rendre plus difficile les choses que je n'ai pas envie de voir et faciliter les choses que j'ai envie de voir. Et quand je dis faciliter les choses, par exemple, je dis OK, tu vas aller prendre rendez-vous avec ce maître de stage pour faire cette chose-là. Et puis bien sûr, le jeune procrastine et ne le fait pas. Alors est-ce que je téléphone à sa place ou est-ce que je ne téléphone pas à sa place? C'est une question. Je pense que la réponse est, il n'y a pas de réponse absolue, mais la vraie réponse est si je sens que ça va aider dans le cheminement qu'il est en train de faire, je vais le faire sans hésitation. Si je vois que je suis un remplaçant, un substitut, là, je vais peut-être ne pas le faire et accepter qu'il rate son stage parce qu'il n'a pas pris ce rendez-vous. Donc ça, Et c'est là, quelque chose à pour une maman, ça sentir, c'est dur. à sentir de manière très très fine. Et c'est vrai que parfois, ça crée, mais tu l'as dit, dur, une sorte de douleur, une sorte de peine. Si en plus elle se transforme en colère, alors là, bonjour pour récupérer la sauce quelque part. Mais c'est véritablement important. Et de nouveau, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donner du temps, donner de l'espace, prendre conscience de manière la plus profonde qui soit, sa carrière, la suite de sa vie, comment il veut l'orienter, ça lui appartient et ça ne m'appartient pas. Parce Mm. que c'est dingue, on ne peut pas s'en empêcher, hein, c'est normal si on aime ses enfants de se projeter ou de projeter ses propres attentes. Et c'est aussi une source de frustration. On connaît la chanson de Jacques Brel, c'est pas moi le Belge qui vais dénier cet auteur fameux, tu seras pharmacien parce que papa ne l'était pas. Oui. Donc en fait, prendre conscience, prendre la responsabilité de mes propres projections et me détacher de la suite de la vie qu'il veut donner, qu'il veut s'offrir. Et puis, et comme tu dis, je crois que c'est vrai, et c'est difficile pour une maman, peut-être pour un papa aussi, d'accepter que parfois on va passer à côté de certaines choses, que parfois ça va pas se passer comme on avait prévu et que c'est hyper frustrant. Et ça, c'est pas simple, je pense. Mais j'ai eu un cas hier rapidement avec un jeune, un peu comme dans l'âge que tu suis, il a déjà une carrière, il est déjà en train de travailler, mais enfin, nos enfants restent nos enfants, même très très tard. Il disait, oui, mais voilà, je discutais avec mon père et je voulais présenter un concours pour une administration, etc., etc. Mais je ne sais pas si c'est ça que je veux et si je suis fort occupé, etc., etc. Et moi, j'ai pas de réponse à conseiller. Il dit, oui, mon père pousse dans un sens ou il pousse dans l'autre. Je dis, la question de savoir si tu dois le faire ou pas, c'est pas ton père qui va te le dire. Et toi, c'est probablement très très confus. La seule chose que tu dois te dire, c'est projette-toi dans une semaine, dans un an, dans 10 ans. Est-ce que tu as du regret d'avoir présenté ce concours ou de ne pas l'avoir présenté?
Parce que sinon, tu vas te retrouver à pas savoir clairement si l'intention de faire ces études ou de présenter ce concours, c'est la tienne ou c'est celle de ton père. Parfois, c'est pas évident du tout. Et alors, le jeune là, ici, je ne veux pas que non plus que tu t'imagines que parce qu'en fait, on prend des décisions d'une manière très, très émotionnelle. Je ne sens pas, je ne vais pas présenter le concours, sous-entendu parce que j'ai peur, parce que Mhm, j'ai le syndrome de l'imposteur, et qui mhm. fait que je ne vais pas le présenter parce que je vais dire je suis fatigué, ou bien c'est à cause Oui. de mon père qui me pousse. Enfin, je vais Mhm, trouver des rationalisations a posteriori qui ne font que couvrir cette peur qui est en dessous. Si cette peur est là et qu'on ne peut pas l'entendre, le rôle de la mère archétypale, j'entends ta peur. Et je veux simplement que tu en sois conscient et que si tu prends ta décision, tu prends conscience de cette décision au-delà de tout ce que tu racontes comme rationalisation. Et ça, c'est justement ce rôle de sécurité, de créer cet environnement qui fait que le jeune se sentira pas sous pression et aussi libre. Mais le problème, c'est que la liberté peut être très inconfortable aussi. mhm, bien sûr. Parce qu'après, il faut décider pour soi aussi, donc c'est pas forcément facile. Tout Donc, à fait. je trouvais que travailler pour les parents, c'est peut-être une sorte de clé quelque part. Travailler sur cette notion de regret. Tiens, si tu te projettes dans 5 ans, que tu n'as pas présenté cet examen, ou pendant les vacances, par exemple, et que tu n'as pas présenté cet examen au mois de juin, soi-disant, ton nez qui coule, tu es fatigué, Oui. tu as mal à la main, enfin bref, tout ce que tu veux. Est-ce que tu te sentiras bien à ce moment-là? Juste pour le tester. Et Bonne idée. peut-être l'inviter à ne pas répondre, mais à répondre pour lui. Oui, ou en tous les cas, pas répondre tout de suite, surtout C'est si on vient ça. de discuter, quoi. Pas dans Ça, c'est le l'émotion. rôle, c'est un peu le rôle d'accompagnement que je trouve qui peut être nourrissant. Mm. Je suis pas dans l'injonction, je suis pas dans le découragement ou la validation du découragement. Je dis, je sais pas, je ne sais pas ce qui se passe en toi. J'entends beaucoup de mots, j'entends beaucoup d'explications, mais probablement il est possible qu'il y ait cette peur, qu'il y ait cette colère, qu'il y ait je ne sais pas quoi. C'est à celle-là que je veux la remettre un peu à jour, au jour, et la meilleure façon de le faire, c'est de dire projette-toi dans X temps et regarde si tu as du regret d'avoir fait ou de ne pas avoir fait. Ouais. Et au moins, c'est ta responsabilité. Et puis, c'est quelque part En plus, pas la en mienne. plus. Donc, ça, c'est pratique. Et puis, alors, justement, sur cette idée de ne pas faciliter, qu'est-ce que ça, là, qui est peut-être un rôle un peu plus patriarcal, peut-être d'être le méchant dans On va prendre l'histoire. l'exemple le plus classique des classiques, la Wi-Fi dans la maison. Je dirais que moi je le sais ici avec les enfants ici, jusqu'à, je vais pas dire, je ne me souviens plus de l'âge exactement, mais je dirais jusque 16, 18. Je disais, ok, voilà, après 22 heures, c'est terminé, je le coupe automatiquement et je prends la responsabilité et j'accepte la tension qui va en être, mais je prends ma responsabilité parce que je me sentirais mal de nouveau. Je prends ma responsabilité de mes émotions. Je me sentirais mal si je participais à être complice de ce qui est en train de se passer. Donc ça, c'est pour moi une manière assez hygiénique de me positionner, c'est de dire, si moi, je me connecte à mes besoins profonds dans mon rôle de père, dans mon rôle de mère, dans mon rôle de beau-père, n'importe, eh bien là, je ne peux pas. Je suis désolé si ça te fait de la peine, je suis désolé si ça te met en colère, mais ça, je peux pas. Et ça, je Mm. ne ferai pas. Mais, et Et c'est puis à un moment intéressant. donné, Oui. et puis à un moment donné, je sens que c'est plus nécessaire. Et tout d'un coup, il n'y a plus de limitation sur le Wi-Fi. Et parce que le jeune travaille avec ses copains, il révise ses cours et il commence à minuit. Alors qu'il Oui. peut jouer, mais ça, je dirais, moi, je peux plus Mm. contrôler ça. Mais je trouve que c'est pas mal de dire aussi, même si je sais que ça te met en colère, même si je sais que ça va être des crises, je reste calme et c'est comme ça. Parce que je pense que si tu sens qu'il y a un moyen de faire céder quelque part, ben, tout le monde s'engouffre dans la faille, forcément. Mais si Oui, c'est comme ça, point barre. tu as raison de le souligner, la notion de limite et de clarté est hyper importante. Mhm. Et si on est On deux peut, dans la faille. on pourrait même ajouter la notion de contrat,
Ouais. c'est-à-dire de réciprocité. Je dis, OK, moi je suis d'accord de t'accompagner là ou de t'emmener là, si tu peux t'engager de faire ceci, ça c'est des petits deals, mais ça c'est micro, niveau micro, hein, niveau petit comportement au quotidien. Mais on ne fait pas une carrière sur ça. Non, c'est sûr. C'est clair. Mais c'est vrai que cette notion de contrat aussi, elle est intéressante dans le sens où là, à chaque fois, tu redonnes la responsabilité. C'est plus ta responsabilité, c'est la responsabilité de ton enfant. Et quelque part, la manière avec laquelle il va arriver au bout, c'est son problème. Et puis, il a le choix. Et je crois que, enfin, en tous les cas, dans ma salle de classe, la notion de choix, elle est hyper importante. Pas avoir l'impression que c'est des injonctions qui tombent tout le temps. Parfois, il y en a qui tombent, hein, il n'y a pas le choix. Mais parfois, enfin, la plupart du temps, on aime bien, nous, en tant qu'humains, avoir le choix de ce qu'on peut faire. Donc, ok, très bien. Eh bien, écoute, si on reprend un peu ce qu'on a dit, donc la motivation, c'est un moteur. Et ce moteur, il va falloir qu'en tant que parent, on essaye de tout mettre en place pour l'allumer, mais on est d'accord que, et ça, moi, je pense que c'est, merci de l'avoir dit. Moi, quand j'ai réalisé ça, ça m'a beaucoup soulagée. Je ne peux pas motiver personne. Et quelque part, peut-être c'est frustrant, mais je trouve que c'est aussi un grand soulagement en tant que parent de dire, bah, on peut pas. Par contre, on peut travailler sur tout ce qui va être autour et l'environnement qu'on va pouvoir créer pour pouvoir favoriser cette motivation chez nos enfants. Comprendre d'où vient ce problème de motivation. Est-ce que c'est un problème de vision? Est-ce que c'est un problème de croyance? Et puis, comment surtout, finalement, j'agis moi, parce que la seule personne sur laquelle j'ai du contrôle, c'est quand même moi, pour arriver à créer cet environnement dans lequel il y a du lien, il y a de la sécurité, mais quelque part aussi où il y a un peu de contrainte. Et puis, je favorise au maximum, et là, je te rejoins, la possibilité de sortir, d'avoir des expériences, de rencontrer, et de créer cette action qui va finalement mener à la motivation. Est-ce que le résumé te paraît fidèle à ce que tu as pensé? Absolument. On l'a dit, donc les environnements internes, les croyances limitantes, l'absence de vision et le besoin de temps. Et aussi peut-être aussi, aussi un travail de fond au niveau des valeurs, au niveau des... C'est en fait mettre un état d'esprit parce que parfois, il peut arriver, et ça arrive plus souvent qu'il ne le faudrait, que le jeune perde sa motivation à la suite Mhm. d'un échec, un Oui. examen raté ou des choses pareilles. Et là, il y a un travail à faire. Et plus tôt on commence, mieux c'est, dans un état d'esprit de croissance, c'est-à-dire dire, Mhm. écoute, l'échec, ce n'est jamais qu'un apprentissage. C'est ce que j'ai dit à ce jeune hier. Il disait, je dis, mais qu'est-ce que tu perds de présenter ce concours? Oui, mais je peux rater. Mais Oui, qu'est-ce que tu auras en moins par rapport à aujourd'hui? Rien. Donc en fait, là, tu n'as rien à perdre. Par contre, tu vas apprendre comment se déroule un concours. Donc en exactement. fait, là, c'est transformer l'échec en apprentissage. Et ça, c'est un procédé qui accompagne toute la vie parce que inévitablement, il y a des échecs. Inévitablement, il y a des mauvaises évaluations et des choses pareilles. Mais si c'est une source d'apprentissage, et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, se crée à travers le temps. C'est pas la veille d'un Mhm. examen on va lui expliquer, écoute, l'échec, c'est pas grave. Non, non, c'est Bon, auparavant. Ok, ça oui, a dérapé. Ok, tu as eu un problème. Ok, qu'est-ce que tu en retires comme leçon? Et aussi le questionnement a posteriori. Qu'est-ce que tu en retires? Qu'est-ce que tu en apprends? ouais. Ça me paraît une démarche de fond. C'est un traitement de fond, je veux dire. À Ouais. commencer à partir de 12 ans et peut-être même avant. Au même avant, ouais, moi je pense aussi, ouais, c'est ça. Et comme tu dis, en plus l'échec c'est pas grave, bon sang si c'est pénible. Enfin l'échec quand tu t'es planté à un contrôle, c'est grave. Enfin, quand même c'est pas très agréable. Alors évidemment pour nous on dit c'est pas grave, mais si c'est grave. Et je pense que c'est un peu condescendant parfois de dire oh mais c'est pas grave, on veut bien faire. Mais en fait finalement plutôt que de dire bah oui je comprends, c'est ça vu le travail que tu as fait ou au contraire peut-être et comment tu l'expliques quoi et qu'est-ce qu'on en apprend et puis voilà. Et je pense que c'est vrai que le questionnement en tant que parent plutôt que d'arriver avec des réponses mais parfois, comme tu le dis aussi, choisir le bon moment, quoi. Peut-être que Oui, quand on rentre et qu'on est hyper énervé parce qu'on s'est planté, pas dire c'est pas grave et on va parler, quoi. Laisser le temps. c'est vrai que c'est important. Tu dis c'est grave, c'est pas grave. En fait, grave, pas grave, c'est une évaluation par rapport à des critères dont personne n'est d'accord sur la finalité du critère. Par contre, de dire, OK, qu'est-ce que tu en retires, c'est beaucoup plus Ouais. important que quoi que ce soit d'autre. Grave, pas grave, je démontrais directement ce genre d'évaluation parce qu'il n'apporte rien, en fait. C'est vrai Oui. que c'est tellement subjectif. Ça dépend tellement des choses. Par contre, de dire, OK, qu'est-ce que tu en retires? Qu'est-ce que tu en retires? Qu'est-ce que tu en retires? D'une Mhm. manière systématique. Après, une colère, une frustration, ok, Oui. welcome. Au moins, tu apprends à gérer ta frustration, tu apprends à gérer ta colère, donc c'est bingo, quoi. C'est toujours bingo, en fait. De toute façon, c'est toujours bingo. On Ouais. gagne à tous les coups.
même Ouais, quand on perd. même quand c'est pas beau ça. Super. Christian, merci beaucoup pour cette conclusion. Je pense qu'on a beaucoup appris. En tous les cas, j'ai clairement beaucoup appris. Est-ce que toi, si on a envie de travailler avec toi ou si on veut te retrouver, retrouver ton travail, où est-ce qu'on va? Bon, moi, je suis en Belgique et ce que je fais, c'est en fait, j'ai développé une approche à partir de l'aïkido qui s'appelle l'aïkido communication. C'est en fait une méthode de gestion des conflits au sein de la famille ou en entreprise. Et c'est une démarche, je dirais, qui introduit une certaine martialité dans la manière de travailler et de vivre. Et c'est ce que je propose pour, en fait, quand l'opposition est trop forte. Il n'y a plus de dialogue possible et c'est de revenir au dialogue. Ça, c'est mon travail. Et si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à aller voir sur le site www.aikicom.eu. Et là, vous aurez un certain nombre d'informations. Et sinon, prenez contact avec moi à travers le site, il n'y a pas de problème. Très bien. Bah, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode alors. Super. Génial. Eh bien, écoute, Christian, merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci Corinne de m'avoir invité. À bientôt. À bientôt.